Tu me l'as fait pas, je suis parmi les films. Bonjour à toutes et à tous. On attend que tout le monde se connecte. Bienvenue dans cette session des Mardis citoyens. Bonsoir. Vous êtes nombreux ce soir, donc merci beaucoup pour votre présence, pour votre intérêt. On va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Bienvenue. Bonsoir à nos deux intervenants. Comme je disais, on attend que tout le monde se connecte quelques minutes. Donc vous êtes beaucoup d'inscrits ce soir. On est très heureux de vous accueillir. Beaucoup de curieuses et de curieux. Beaucoup de motivés à se renseigner. J'espère que tout le monde va bien. Meilleurs vœux à toutes et à tous. En effet, c'est vrai qu'on ne vous l'a pas encore souhaité hein, de la part de l'Institut, de la part de nos intervenants. Et vous êtes tous très actifs dans le chat, donc c'est super. Ça va être une bonne session aujourd'hui, je pense. On va avoir beaucoup de questions, beaucoup de gens motivés. C'est super. Bah, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on peut commencer on peut commencer notre session. Je vois que déjà, vous êtes nombreux à écrire, donc sachez que vous pourrez tout le long de l'événement poser vos questions à nos intervenants. Si vous regardez en bas de votre écran, vous avez un onglet questions. Donc, n'hésitez pas ici à y poser vos questions. Vous pouvez aussi voter pour des questions. Ça vous permettra, lorsque vous aurez accès, surtout de permettre de voter pour les questions, nous permettra à nous d'identifier les questions les plus posées, celles qui intéressent le plus, et donc à nos intervenants d'y répondre en priorité. Donc, merci beaucoup d'être là ce soir. Je vous dis à nouveau meilleurs vœux et bonne année à toutes et à tous. On vous souhaite la santé, on vous souhaite la curiosité, on vous souhaite le débat et on vous souhaite beaucoup d'engagement. Puisque vous savez, hein, pour ceux qui nous connaissent, Tous Politiques, c'est l'Institut de l'engagement. On accompagne l'engagement des citoyens, l'engagement des militants, l'engagement des élus progressistes. Et notre raison d'être, c'est de faire en sorte que vous puissiez avoir entre les mains un bagage théorique, des outils, des connaissances, tout ce qu'il faut pour vivre votre engagement de façon éclairée, de façon compétente. Ce qu'on veut aussi, c'est vous aider à construire des réseaux. C'est pour que vous puissiez partager et valoriser votre expérience. Et on a envie aussi d'être à vos côtés dans toutes les causes et dans les combats que vous allez porter au quotidien, particulièrement avec cette période qui se présente devant nous et avec cette nouvelle année en 2022. Donc nous, depuis 2018, à Tous Politiques, on a accompagné près de 2000 élus locaux, 1500 citoyens. Et donc, on accompagne l'engagement des citoyens encore plus loin maintenant avec ces mardis citoyens, donc ces rendez-vous mensuels. On va se retrouver chaque premier mardi du mois en visio, selon ce format, pour que justement vous puissiez suivre les interventions de nos experts et échanger avec eux. Je vous rappelle que ce rendez-vous est gratuit, qu'il est en ligne, qu'il sera disponible en rediffusion. Et le but, ça va être de vous donner des outils et des clés de compréhension de la vie publique pour que vous puissiez favoriser dans votre entourage le débat éclairé et que vous puissiez avoir ces éléments de discussion près de chez vous et pourquoi pas mener des projets progressistes dans vos territoires. Donc, ces mardis citoyens, ils ont commencé le mardi 7 décembre. Ils vont se dérouler jusqu'au 4 octobre 2022. Donc, ça va être 10 conférences débats qui vont être consacrées, comme aujourd'hui, aux fake news et au complotisme, à la laïcité, au modèle démocratique, à l'Europe, à la transition écologique, et j'en passe. La thématique du jour, c'est donc les fake news et les théories du complot. On va essayer de vous donner, en tout cas, nos experts vont essayer de vous donner les outils pour identifier ces deux éléments et pour les désamorcer. Je tiens juste à préciser, puisqu'on doit le faire à chaque début de session,
on est, comme vous le savez, dans une actualité nationale qui est de plus en plus brûlante et une actualité de plus en plus éminemment politique. Donc l'objet de ce format qu'on a aujourd'hui entre nous, c'est pas un temps d'échange qui est consacré aux élections en cours, c'est pas non plus une tribune politique. Donc on vous remercie de prendre note de ces éléments et notamment dans vos questions. Ici, on est là pour monter en compétence sur la question des fake news, sur les théories du complot. Et donc voilà, on vous remercie de prendre note de cet élément. Aujourd'hui, donc, on reçoit Frédéric Potier et David Medioni, qui sont là tous les deux, masqués puisqu'ils sont dans la même salle. Bonsoir à tous les deux. Frédéric Potier, du coup, qui est préfet et essayiste, ancien délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT entre 2017 et 2021. Il co-dirige actuellement l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. Bonjour. Et on reçoit du coup Frédéric pour qu'on se reconnaisse. Voilà. Et David Medioni, du coup, le deuxième du binôme, qui est journaliste et qui, après avoir travaillé dans différents médias, a fondé le site littéraire en ligne Ernest, tout en animant notamment une émission sur YouTube qui s'appelle Les Déconspirateurs et qui sera donc notre expert fake news pour ce soir. Donc, bienvenue à tous et bienvenue à tous les deux. Merci d'être là. Je vous propose donc qu'on attaque directement dans le dur avec la question des fake news pour comprendre ce qu'elles recouvrent, comprendre et se sensibiliser sur ces questions-là pour mieux y répondre. Donc David, déjà on va commencer par la base. Qu'est-ce qu'une fake news et comment ces fausses informations se propagent-elles? Pourquoi elles sont aussi bien reçues? Bonsoir à tous, merci à tous politiques de l'invitation et bonne année à tout le monde. Comme Clara l'a dit, je suis journaliste depuis une quinzaine d'années. Je travaillais notamment pour CB News et pour Arrêt sur Image, dont j'ai dirigé la rédaction. Et j'ai lancé un site internet qui s'appelle Ernest, qui est un média littéraire en ligne. Et en parallèle, je fais aussi une émission avec Conspiracy Watch, Rudy Reichstadt et Tristan Mendès-France, qui s'appelle Les Déconspirateurs, sur YouTube. Tout ça pour vous dire que les fake news, c'est quelque chose que j'ai eu à traiter dans ma carrière de journaliste. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais This is fake news. C'est Donald Trump qui, durant sa campagne de 2016, avait popularisé cette expression. En fait, si on remonte à l'origine de ce terme, c'est les Donald Trump et les populistes qui l'entouraient, puis les populistes un peu partout dans le monde qui l'ont les premiers utilisé pour une chose simple, c'était inverser la charge de la preuve et contraindre les journalistes, les politiques et puis tous les experts finalement à prouver des faits scientifiques ou autres. On le voit bien avec la pandémie. Donc, quoi qu'il en soit, le mot fake news, c'est un mot qui est aujourd'hui employé tout le temps, partout, de façon courante, presque. C'est presque un mot courant. Mais il a perdu un peu son sens. Donc, peut-être qu'il faut se repencher un peu sur cette définition. Alors, si on prend la définition du Larousse, ça dit la chose suivante. Je cite. Sur Internet, faux articles de presse destinés à abuser la confiance du lecteur, par extension, courant, informations fabriquées, biaisées ou tronquées, diffusées par un média ou un réseau social, dans le but de tromper l'opinion publique. Fin de citation. Alors, cette définition de Larousse, elle est intéressante. C'est une première pierre qui peut être posée dans la réflexion autour des fake news, mais elle est peut-être un peu biaisée, parce que sur le début, elle mentionne sur Internet. Alors que peut-être que nous allons le voir dans la discussion qu'on pourra avoir, mais la fake news existe sans Internet. Elle existait avant Internet et elle existera, si un jour Internet disparaît, elle existera quand même. Donc, Internet est seulement un vecteur, un amplificateur. C'est un des maillons, finalement, de cette chaîne infernale du cercle vicieux du faux dans lequel on est entré aujourd'hui. Alors aussi, la définition la plus juste qu'on pourrait donner des fake news, c'est peut-être la suivante. Elle est assez simple et finalement, elle dit globalement ce qu'est une fake news. C'est donc une fake news est à la fois une information qui est fausse et qui est diffusée dans le but de tromper un public. Information fausse et diffusée dans le but de tromper un public. Tous les jours, des fake news sont partagées, mises en œuvre, notamment sur la toile et les réseaux sociaux, mais elles peuvent être aussi le fait de citoyens, de médias ou finalement de tous les acteurs de la grande conversation numérique dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Je vous propose maintenant de réfléchir peut-être aux différentes sources, de différentes origines de ces fake news et aussi de voir un peu quels peuvent être leurs buts. J'en ai
j'en ai listé 5, c'est pas forcément exhaustif, mais en tout cas, ça donne déjà une bonne idée de l'ensemble des origines des fake news. Alors évidemment, il peut y avoir les fake news, ce que j'appelle les fake news d'origine idéologiques ou politiques, hein, qui sont développés par des partis politiques ou plus secrètement par des petites officines qui travaillent en sous-main pour ces partis politiques, qui ont le compte notamment, qui ont pour but d'influencer des élections. On a eu de nombreux exemples lors de la campagne de Trump en 2016, avec une enquête qui a été ouverte depuis par les différentes instances américaines. On en a vu finalement aussi dans la présidentielle française, quand on a des fuites, des Macron Leaks et ainsi de suite, c'est fait en sorte de nuire, c'est fait pour nuire et c'est fait pour finalement créer une espèce d'ère du soupçon, ce que j'appelle l'ère du soupçon. Ça, c'est vraiment les fake news politiques à des visées politiques. Il y a aussi finalement ces fake news qui font partie de la guerre moderne, hein, cette guerre de l'information, de l'attention, de ce que l'on pourrait finalement appeler la guerre de la création des émotions gouvernantes, c'est-à-dire que en créant des émotions, en cultivant les passions tristes, grâce à des fake news, on va tenter d'influencer la guerre de l'information. Ça, tout le monde peut être à l'origine de cette fake news. C'est, comme je vous le disais tout à l'heure, un citoyen, un parti politique, un média, pas forcément en voulant tromper le public, mais en tout cas, tout le monde peut être à l'origine de ça. Il faut aussi savoir qu'il y a des gens ça c'est la troisième type de fake news qu'on peut lister, qui diffusent des fake news dans une optique vraiment purement mercantile, quoi. Une fake news qui est conçue comme un appel à clic pour vendre de la pub et finalement gagner de l'argent. Il y a eu un très très bon envoyé spécial sur cette question il y a quelques semaines, mois, que je vous engage à voir. On pourra éventuellement vous partager le lien tout à l'heure, je vais le partager dans le chat. En tout cas, c'est sur cette partie comment les fake news sont aussi un énorme business mondial et permettent à des gens de s'enrichir très très fortement. Ça, c'était le troisième type. Le quatrième type, c'est l'hameçonnage par courriel. Il faut faire très attention à ça, c'est-à-dire un contenu attractif et sensationnaliste qui est envoyé par mail, par courriel, et qui permet ensuite d'infecter vos ordinateurs parce que vous avez cliqué sur le lien. Et enfin, évidemment, j'ai du mal à l'appeler fake news, mais quand même, c'en est une. C'est les fake news qui sont issues de sites humoristiques et de canulars qui sont faits par des sites comme le Gorafi, par exemple. Alors, quand je disais j'ai du mal à l'appeler fake news, c'est dans le sens où ce sont des sites qui sont aussi critiques de l'actualité, qui sont dans la parodie et qui finalement tirent des caricatures de nos errances dans l'actualité. Donc, voilà, il faut faire attention à ça, il faut voir un petit peu, on reviendra tout à l'heure sur les techniques pour pas tomber dans le piège quelque part, mais bon, il y en a des tonnes hein, du Gorafi qui ont été reprises à la fois dans des médias de grand public ou même par des politiques. Il y a cette idée que Marine Le Pen avait lancé un projet d'entourer la France par un mur qui était payé par l'Algérie, qui avait été lancé par le Gorafi et qui a été repris par des médias algériens et puis aussi par des médias français. Voilà un peu les 5 exemples les 5 types de fake news qu'on peut lister. Et maintenant, je voulais, pour entamer la discussion et ensuite laisser la parole à Frédéric, c'était peut-être 2 exemples récents qui me viennent en tête et qui illustrent un petit peu certains des différents caractéristiques des fake news que je viens de lister. D'abord, vous en avez peut-être entendu parler, c'est la fameuse rumeur Jean-Michel Trogneux. C'est peut-être le truc le plus délirant que j'ai lu ces derniers temps. C'est cette idée selon laquelle, vous en avez peut-être entendu parler, hein, Brigitte Macron serait transgenre et née homme. Cette enquête, elle a réussi à s'extraire du marais de la presse d'extrême droite pour se répandre dans des médias mainstream. Alors, cette affaire, il faut toujours, dans une fake news, et ça va commencer aussi à rentrer dans le débat, c'est se demander d'où elle vient, par qui elle est amplifiée et finalement comment elle fait pour sortir du maelstrom dans lequel elle est. Donc, cette affaire, elle a éclaté dans un journal qui s'appelle Faits et Documents, qui est une lettre confidentielle d'extrême droite qui a été
créé par un journaliste qui s'appelle Emmanuel Ratier, qui est décédé en 2015, mais qui a été repris par ses disciples, et notamment par Égalité et Réconciliation de l'antisémite Alain Soral, qui frappe finalement un grand coup avec ses révélations sur Brigitte Macron. Donc là, on a la fake news typique, transpirant la transphobie, qui a été reprise dans toutes les sphères complotistes, notamment la sphère QAnon, et qui a fait vivre finalement le débat pendant des jours sur le web. Et c'est à ce moment-là que les rubriques fact-checking des journaux, les décodeurs, Check News de Libé, la rubrique de l'AFP sur le fact-checking et celle de France Info, ont été obligés de faire des articles pour finalement démentir cette information. Et c'est là toute l'ambiguïté de la fake news, c'est que à un moment donné, elle prend tellement d'ampleur dans certains cercles que on doit peut-être s'en emparer justement pour la démentir, pour la démonter et pour la décrypter. Mais c'est là l'équilibre à trouver parce que on est toujours dans une optique de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et donc c'est là-dessus qu'il faut faire attention et toujours raison garder et s'intéresser aux faits plus que à l'idéologie derrière tout ça. La deuxième fake news que je trouve intéressante récemment, c'est autour de la pandémie, Martin Blachier, qui a publié un tweet le mois de décembre, le 15 décembre, où le tweet disait la chose suivante: données danoises Omicron, 8% chez les triples vaccinés, 5,5% chez les doubles vaccinés, 1,2% chez les non vaccinés. Omicron sélectionne les vaccinés car l'échappement vaccinal lui confère un avantage chez ces personnes. Voilà le tweet. Et qu'est-ce qui se passe là-dessus? Avant que ça fasse une espèce de roulé-boulé emballement qu'on connaît aujourd'hui, Pascal Praud, CNews, dans son émission L'heure des pros, reprend le tweet, fait commenter le tweet à ses invités en disant « si c'est vrai, c'est une bombe ». Et alors là, on revient toujours à cette idée de il faut toujours s'intéresser par qui la personne, la fake news est amplifiée. Le tweet de Martin Blachier est très ambigu. Ça veut dire quoi 8% des triples vaccinés? Ça ne veut pas dire que les 8% des triples vaccinés sont contaminés, mais que parmi ces triples doses qui ont malgré tout été contaminées, Omicron représente 8% des cas. Donc là, Pascal Praud reprend l'info sans la vérifier. Pascal Praud, on le sait, et invite souvent et régulièrement des vaccinosceptiques sur son plateau. Et donc, je voulais parler de cette information pour illustrer vraiment cette idée que notre rôle de citoyen, notre rôle d'élu, notre rôle de journaliste est de s'interroger toujours et en permanence sur qui est l'amplificateur, qui est à l'origine de la fake news. Frédéric, si tu veux peut-être prendre la parole maintenant, après on pourra revenir sur comment lutter contre les fake news. Avec un mot de Clara, je ne sais pas, de commentaire, non? Non, mais allez-y, pas de problème. Moi, on avait peut-être une petite question avant la transition. C'est une question en fait qui sera commune à vos deux interventions. C'est celle qui est liée à la dangerosité en fait, à la fois des fake news et à la fois celle des complotismes. Donc, si tu veux, Frédéric, parle-nous des complotismes et on reviendra après peut-être en commun sur la dangerosité de ces deux choses. Quel est leur niveau de dangerosité et le fait que l'un et l'autre nourrissent le populisme, mais peuvent aussi avoir des conséquences qui sont préjudiciables, par exemple pour notre économie. Absolument. Donc, cette dangerosité, elle est commune et aux fake news et aux théories du complot, donc c'est une bonne idée de les traiter ensemble. Alors d'abord, à mon tour, de vous dire que je suis très heureux de parler dans cette web conférence avec David. Je crois que ce qui est intéressant d'abord, c'est de reposer quelques définitions. C'est vrai que ça peut paraître un peu scolaire, mais on entend beaucoup parler de complot, de complotisme. C'est quelque chose qui est vraiment rentré dans le langage courant, même dans les conversations familiales. On s'interpelle en tant qu'on se dit complotiste, etc. On peut interpeller sa belle-mère parfois en lui disant non, ça c'est une fake news, je suis allé chercher du pain. Mais je pense que c'est intéressant qu'on revienne un peu aux différentes définitions. Et si je prends la définition de l'Académie française qui est la plus officielle, finalement, d'un complot. Un complot, c'est quoi? C'est une entreprise
formé secrètement entre deux ou plusieurs personnes contre la sûreté de l'État, contre quelqu'un ou contre une institution. Donc ça, c'est le complot. Voilà. Qu'est-ce qu'une théorie du complot? Alors évidemment, la théorie, elle est déclinée de ce qu'est un complot. Et en fait, la théorie du complot, c'est quelque chose, ou une situation, ou des faits qu'on a du mal à s'expliquer, mais dont on considère que ces faits sont le résultat d'une action secrète. Et alors, c'est quoi le complotisme? Eh bien, en fait, le complotisme, ça va au-delà du complot, ça va au-delà de la théorie du complot. C'est en fait une vision du monde, on pourrait presque parler d'idéologie, forgée par ces théories, forgée par ces idées. Et en fait, on peut considérer qu'un complotiste, c'est-à-dire quelqu'un qui adhère à cette vision du monde forgée par des complots, eh bien, un complotiste, il cherche, il trouve et il voit des complots un peu partout. Et d'ailleurs, il y a des psychologues qui considèrent que finalement, le complotisme, c'est presque un sport, quoi. C'est presque une pratique permanente avec des personnes qui vont chercher à expliquer tout un tas de faits, de réalités, d'expériences par différentes formes de complot. Et j'y reviendrai après. Alors, ces théories du complot, maintenant, je pense qu'on peut dire qu'elles se déploient de deux manières et qu'elles ont deux caractéristiques. Je crois que la première, c'est que ces théories du complot, eh bien, elles sont fondées sur l'idée que rien n'arrive par hasard. Il y a toujours une explication cachée, il n'y a pas de coïncidence. Ça, c'est quelque chose qui est très clair et très ancré dans les théories du complot. Et la deuxième caractéristique, j'essaye de ne pas rentrer trop dans les descriptions universitaires, mais la deuxième grande caractéristique, c'est que finalement, pour reprendre une expression forgée par une série américaine, la vérité est ailleurs. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a forcément une explication cachée, une motivation secrète qui expliquerait pourquoi des faits sont intervenus. Et donc ça, c'est les deux grandes caractéristiques. Alors, pour ceux qui voudraient aller plus loin, on a publié à la Fondation Jean Jaurès une très bonne... alors, je la montre comme ça, mais je crois que vous allez avoir inversé, donc vous ne verrez pas très bien, mais sur le site internet de la Fondation Jean Jaurès, vous verrez qu'il y a deux enquêtes qui ont été vraiment les enquêtes les plus retentissantes sur ce sujet du complotisme, qui ont été menées en 2018 par l'IFOP, à la demande de la Fondation Jean Jaurès et du site Conspiracy Watch. Et donc, ces deux enquêtes de 2018 et 2019 ont permis de dégager un certain nombre de tendances, de chiffres qui sont intéressants de rappeler ici. Et en fait, l'enquête, elle a été fondée sur une dizaine d'intitulés, une dizaine de phrases qui questionnaient les Français sur un certain nombre d'items de complots. Alors, il y avait des choses sur le grand complottionniste à l'échelle mondiale. Est-ce que la NASA a été sur la Lune? Est-ce que le trafic de drogue est alimenté par la CIA? Et donc, en fait, il y a eu une dizaine de questions comme ça qui ont été posées. Et sur cette dizaine de questions, la méthodologie qui avait été arrêtée consistait à dire qu'à partir du moment où on approuvait, où on considérait comme réel 5 énoncés complotistes, eh bien, on tombait dans cette frange complotiste ou cette mouvance complotiste. Et donc, le chiffre auquel est arrivé l'IFOP est assez intéressant puisqu'il y a 21% des Français qui se déclaraient d'accord avec au moins 5 énoncés complotistes sur 10. Donc 21% des Français, 20% de la population. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ce n'est pas quelque chose d'homogène et d'uniforme. Puisqu'en fait, ce chiffre, il augmentait chez les jeunes, puisqu'on obtenait un chiffre de 28% chez les 18-24 ans, et qu'on tombait à 9% chez les plus de 25 ans. Et ça, c'est vrai que ça interroge évidemment sur les vecteurs et la façon dont les théories du complot sont propagées. Et c'est vrai que tu disais, David, que les fake news, évidemment, n'ont pas été inventées par les réseaux sociaux, mais on voit quand même dans cette enquête que les gens qui s'informent uniquement par Internet sont plus sensibles, ou en tout cas plus touchés, ou adhèrent un peu plus que les autres à ces théories du complot. Et ça, on peut l'expliquer sur le plan psychologique, mais même sociologique, par quelque chose qui est très simple, hein, qui s'appelle un biais de confirmation. Un biais de confirmation, c'est quoi? C'est un truc très, très, très simple. Hein. C'est l'idée que finalement, l'être humain va d'abord chercher à conforter ses intuitions avant de chercher les éléments qui pourraient contrer ses intuitions. Et donc, ces biais de confirmation, c'est des biais cognitifs qui sont bien établis par les psychologues, expliquent une grande partie des chiffres que j'ai donnés, puisqu'au fond, grâce à Internet, on peut aller trouver sur de multiples sites quelque chose
ou une partie, ou un tout petit élément qui va venir confirmer vos intuitions. Et donc, c'est pour ça qu'il y a quand même, dans la mécanique de propagation, quelque chose qui est assez lié avec les réseaux sociaux. Alors, pour ne pas parler uniquement de ces réseaux sociaux et continuer un peu sur les mécanismes de propagation, d'abord, je pense qu'il faut poser quelque chose d'important ici, c'est que l'histoire politique regorge de complots, de conspirations ou de conjurations. Quand vous regardez un petit peu l'histoire mondiale, pas que l'histoire de France par exemple, eh bien, une action secrète qui aboutirait à renverser un régime, bah, vous allez en trouver plein dans les livres d'histoire. J'en cite deux très connus, par exemple la mort de Jules César, assassiné par Brutus, son fils, et évidemment que c'est un complot des sénateurs romains. Le 18 Brumaire, la prise de pouvoir de Napoléon Bonaparte, c'est évidemment un coup d'État qui a été fomenté avec quelques conspirateurs. Et donc il ne faut pas, quand on traite du complotisme, faire croire ou donner à penser que ces faits historiques n'ont jamais eu lieu. Donc ça, c'est un premier point important. Il y a eu des complots dans l'histoire politique, certains ont réussi, d'autres pas. Il y a également eu, et ça c'est important de le noter, des complots ou des prétendus complots qui ont été abondamment instrumentalisés, utilisés par des régimes autoritaires pour faire la propagande. Et alors là, il y a la théorie du complot, je crois, la plus connue, la plus célèbre et la plus mondialement diffusée, qui est fondée sur ce qu'on a appelé le protocole des sages de Sion. Alors, c'est quoi le protocole des sages de Sion ? C'est un texte qui a été inventé par la police tsariste. Donc, on est en Russie, en 1903, avant la révolution russe. Et donc, ce texte-là visait à discréditer et à désigner des boucs émissaires que sont les juifs, les francs-maçons, qui étaient accusés de porter atteinte aux valeurs chrétiennes et donc de fomenter des complots pour renverser le tsar. Et donc ce texte-là a connu une postérité incroyable parce qu'en fait, il a été traduit en de multiples langues, il a traversé le temps, il a été repris par un certain nombre de personnages historiques. Je pense à Hitler dans Mein Kampf qui le cite abondamment. Et ce protocole des sages de Sion, vous allez le retrouver encore aujourd'hui, traduit en arabe, vendu dans des éditions, libres de droit, etc. Et c'est quelque chose qui, évidemment, est très lié à l'antisémitisme et qui va supposément fonder des actions discriminatoires violentes. Donc ça, c'est la théorie du complot comme outil de propagande, comme finalement outil de répression. Alors, il y a un autre élément qui est intéressant, je pense, à citer, c'est finalement pourquoi aujourd'hui, dans nos sociétés, ces théories du complot ont autant d'écho. Et d'abord, je crois qu'il y a un élément un peu de culture qu'on peut évoquer ici, qui est que notre culture pop, la culture cinéma, la culture série, se fait l'écho de manière assez abondante de ces théories ou de ces idées-là. Et là, je vais citer peut-être 3 exemples qui vous parleront, et moi, c'est des exemples que j'ai beaucoup appréciés. D'abord, il y a cette série que j'ai évoquée tout à l'heure, un peu les X-Files. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série avec Mulder et Scully, donc dans les X-Files, qui sont une des premières grandes séries avec cette thématique un peu complotiste, où on vous dit attention, la vérité est secrète, le FBI vous cache des choses, il y a des gens en costume qui cherchent à vous masquer la vérité. C'est quelque chose qui a quand même bien imprégné, je pense, des générations. Moi, j'étais adolescent quand je regardais ça. Et donc, il y a quelque chose qui prépare un peu l'esprit et qui prépare l'oreille à ce type de théorie. Deuxième exemple qu'on peut citer, c'est le film d'Oliver Stone, JFK, sur l'assassinat de Kennedy. Alors, je ne vais pas refaire le débat historique, etc. Je ne suis pas du tout compétent pour parler de ça. Mais simplement, il y a une étude qui avait été menée et qui était assez intéressante, qui montrait que finalement, les gens qui avaient vu, ils avaient fait 2 groupes, c'était de la psychologie un peu expérimentale, donc il y avait un échantillon témoin et puis un échantillon test auquel ils avaient fait regarder JFK d'Oliver Stone, et ils se rendaient compte que l'échantillon qui avait regardé le film était un peu plus réceptif aux théories du complot. Et donc je dis ça parce que la série plus le film, et alors je vais citer aussi un livre que vous avez probablement lu comme moi, Da Vinci Code par exemple. Da Vinci Code, eh bien, il y a cette idée-là qu'au fond, il y aurait une société secrète qui aurait, avec la Joconde, le Christ, les Chevaliers de la Rose-Croix, les Illuminati, sauvé des secrets ou permis de sauver des secrets et expliquerait une série de faits historiques.
Et donc quand on met tout ça bout à bout, et là, j'ai cité que 3 exemples, il y en a plein d'autres, évidemment, il y a plein d'autres séries, plein d'autres films. Et donc, c'est ça qui, je pense aussi, fait que ce qui est finalement du divertissement, ce qui est finalement un bon moment de lecture ou de visionnage, peut préparer un petit peu les esprits à des choses de plus dangereuses. Et c'est ce qu'on disait sur les réseaux sociaux, le fait que les réseaux sociaux soient évidemment d'accès complètement libre, gratuit, et sans forcément avoir de hiérarchisation, ou sans avoir, ou alors si les citoyens n'ont pas assez d'esprit critique, ils ne voient pas la différence de qualité d'un site à l'autre, c'est là où finalement ces théories peuvent prospérer, et peuvent prospérer ce que moi j'ai appelé des entrepreneurs complotistes, où, parce qu'on parlait un peu d'histoire, de sociologie, mais il y a une économie derrière, hein, comme l'a dit David. Il y a des gens qui, en faisant beaucoup de buzz, et en insérant un peu de publicité et puis des produits commerciaux, finalement arrivent à vivre très bien de ça, et se font, j'allais dire une grossièreté, mais ils se font des parties du corps en or. Voilà, c'était très, très poli. Peut-être terminer sur la dangerosité, maintenant, c'est un point qui est commun à nos deux thématiques, hein, David. La dangerosité, c'est qu'en fait, le complotisme, lorsqu'il est très aigu, alors, on pourrait dire qu'il y a plusieurs niveaux de complotisme, hein. Il y a un complotisme un peu léger, un peu récréatif, mais lorsqu'il est aigu et amplement diffusé dans une société, eh bien, en fait, il sape la confiance. Il sape la confiance dans les institutions, dans la société, dans la démocratie, et en fait, il délégitime la délibération collective et l'espace et la réflexion publique. C'est-à-dire qu'à force de dire que la vérité est ailleurs, je fais des clins d'œil à la personne qui nous fait ce petit émoticône dans le chat, et à force de dire que finalement, la démocratie ne compte pas, et puis il y a des sociétés secrètes et des extraterrestres qui finalement nous gouvernent, eh bien, on se dit que ça ne sert à rien de voter, que ça ne sert à rien de participer, que ça ne sert à rien de se renseigner, et ça ne sert à rien, finalement, d'être en démocratie. Et là, il y a, dans le sondage de 2019, hein, que je citais de la Fondation Jean Jaurès, il y a un exemple qui montre très bien qu'en fait, eh bien, plus vous êtes convaincu par des thèses complotistes, et moins vous êtes attaché à la démocratie. Alors là, il y a un exemple magnifique, mais qui est aussi complètement effrayant, hein, qui était celui de l'envahissement du Capitole par les partisans de Trump en 2020. Et vous vous souvenez qu'ils avaient tous des panneaux là où ils disaient en anglais élection volée, etc., complot. Et donc, ça a amené en fait à délégitimer complètement, à force de dire que l'élection avait été volée et qu'il y avait à la fois des fake news et des complots, ça a amené à fragiliser de manière incroyable la démocratie américaine. Je crois que l'autre danger extrêmement prégnant de ces théories du complot, c'est que à la fin, il y a toujours un bouc émissaire, un ou plusieurs. Et généralement, c'est toujours le même. Au choix, les juifs, les homosexuels, les francs-maçons, parfois les roms. Et au fond, eh bien, ces cibles-là, ces boucs émissaires, ça peut évidemment être des cibles pour des attaques, des violences, des discriminations. Et là, peut-être pour vous citer un exemple très concret que moi j'ai vécu dans des fonctions précédentes, il y avait eu une rumeur, mais qui était en fait propagée de manière volontaire, en Seine-Saint-Denis, qui disait que des Roms, avec une camionnette, une fourgonnette blanche, enlevaient des enfants. Et cette fake news, ce qui est intéressant, c'est que eh bien, c'est quelque chose qui reprend un préjugé et des stéréotypes très anciens sur le thème du vol d'enfants. C'est quelque chose qui est très ancien dans la littérature, qu'on retrouve dès le 18e, 19e siècle. Et c'est quelque chose qui a été repropagé sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et qui ont amené à des attaques physiques d'un camp de Roms en Seine-Saint-Denis, alors même qu'on a pu prouver par la suite, par une enquête de police, que les personnes qui avaient fomenté et diffusé ces fake news, en fait, essayaient de rentrer dans le camp parce qu'ils y avaient mis de la drogue, voilà, et qu'ils n'y arrivaient plus. Donc là, on a un exemple très concret où finalement, on aboutit à un délire collectif avec à la fin potentiellement des actes graves, des violences, des agressions physiques qui peuvent vraiment dégénérer. Et ça, c'est très difficile à contrer parce qu'une fois que le truc est lancé, hein, ça se propage et le communiqué officiel de la préfecture ou les retraits de vidéos ou les retraits de messages sur Facebook, bien une fois que c'est parti, évidemment, le mal est fait.
Alors, vas-y, oui, et du coup, oui, pour rebondir là-dessus, et puis sur la dangerosité, il y a une question là, de Martin dans le chat qui demande est-ce que les fake news, de démentir les fake news, n'est-ce pas le travail de base des journalistes? Alors, c'est à la fois, c'est vrai, et évidemment que c'est le travail des journalistes que de démentir les fake news, d'aller chercher finalement les rumeurs pour les démentir. En revanche, je pense que les journalistes ne doivent pas se cantonner à devenir des vérificateurs d'informations. C'est-à-dire que si les journalistes, en général, deviennent des vérificateurs d'informations, ils ne sont plus producteurs d'informations, ils ne sont plus producteurs d'enquêtes, ils ne sont plus producteurs de contenus qui sont aussi des choses qui amènent du sens dans la démocratie. Et je pense, c'est peut-être le piège dans lequel les populistes veulent aussi nous emmener. C'est-à-dire que, à force de démentir les fake news, on est en train de créer finalement ce dont ils rêvent, c'est-à-dire une sorte de ministère de la vérité. C'est-à-dire que il y a eux et il y a nous, il y a le vrai et le faux, et que c'est compliqué. Et donc peut-être pour finalement essayer d'aller voir sur la dangerosité, je pense qu'il faut éviter à tout prix d'arriver dans cet affrontement du eux et du nous, et du vrai et du faux. Et il faut rappeler en permanence, je crois, et ça fait la boucle avec la question de Martin que je soulignais dans le chat, c'est je pense qu'il faut rappeler en permanence que le journalisme, et l'information, c'est une méthode, c'est une forme de recherche de la vérité, mais c'est pas forcément la vérité. C'est une forme de recherche de la vérité dans laquelle il y a des doutes, qui doivent toujours être présents, évidemment, mais qu'il y a aussi de nombreuses façons de vérifier les informations et que c'est un artisanat, c'est un travail artisanal le journalisme. Et que il ne faut pas confondre finalement erreur humaine et fake news. Et que Frédéric parlait tout à l'heure de la perte de confiance dans les institutions. Il faut le reconnaître. Il est vrai que les médias, par des erreurs humaines, pas forcément en voulant tromper le public, souvent même sans vouloir tromper le public, mais par des erreurs humaines qui sont liées à la recherche du sensationnalisme, qui sont liées à la recherche de l'étonnement, parce qu'aujourd'hui, on est plus tenté d'étonner les gens et de les émouvoir sur différents types de palettes d'émotions que de les informer réellement. Et donc, à force de faire ça, on arrive dans cette erreur humaine. L'exemple que j'avais en tête et que je voulais partager avec vous, c'est cette fameuse fausse arrestation de Dupont de Ligonnès. On pourrait se dire, je ne sais pas si vous vous en souvenez, hein, c'est le Parisien qui sort cette information, comme quoi, ça y est, c'est sûr, Dupont de Ligonnès a été arrêté. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là? C'est le journaliste spécialisé du Parisien qui a une information venant de la police écossaise, comme quoi il est certain que Dupont de Ligonnès a été arrêté. Il essaye de la vérifier, il n'y arrive pas vraiment, et qu'est-ce qui se passe là? Il se passe une course finalement, parce que tous les journalistes de justice de Paris ont cette information, et il se passe une course finalement un peu à l'échalote, c'est-à-dire il faut qu'on soit les premiers à donner cette information. Il faut qu'on soit les premiers parce que c'est notre rôle de journaliste de donner l'information en premier, mais c'est aussi parce que c'est ce qui sera repris, parce que c'est ce qui va faire le buzz sur les réseaux sociaux, et c'est ce que j'appelle ce cercle vicieux du faux dans lequel on peut entrer les uns et les autres, citoyens, médias, journalistes. Parce que ce qui s'est passé dans Dupont de Ligonnès, donc il y a cette info du Parisien qui est reprise par l'AFP, qui essaye de vérifier et qui visiblement appelle la même source en Écosse et finalement se retrouve piégé lui aussi. Ensuite, il y a Le Monde qui tente de vérifier l'info et à qui on répète. Donc lui, il essaye, pas en Écosse, mais en France, et on leur dit c'est un enquêteur de la police judiciaire proche du dossier de Dupont de Ligonnès qui appelle les journalistes et affirme que Dupont de Ligonnès a été arrêté en Écosse et que ses empreintes avaient été identifiées par les Écossais. Donc il y a vraiment cette dangerosité, c'est que l'erreur humaine, on est tous contraints on peut faire tous des erreurs, et en fait la dangerosité elle est là, c'est-à-dire que quand l'erreur humaine, elle est juste une erreur et qu'on la reconnaît et qu'on s'est trompé, et ainsi de suite, elle est grave, mais quelque part, faire une erreur, c'est humain, persévérer, c'est diabolique, hein, comme dit le proverbe. En revanche, quand cette erreur, elle est utilisée pour nuire, pour
tromper le public, à ce moment-là, elle devient fake news et elle devient dangereuse, à mon sens, pour la démocratie. Ouais, non, pas forcément pour rebondir, mais pour compléter ce que vient de dire David. Je pense que c'est important de signaler que une théorie du complot ou une fake news, c'est pas forcément illégal. Voilà. On a le droit de se tromper, mais on a le droit aussi, parce que c'est humain et on vit dans des sociétés heureusement libérales, d'avoir des élucubrations intellectuelles, voire politiques, et que ça ne tombe pas sous le coup de la loi si ce n'est pas une diffamation, si ce n'est pas une volonté manifeste de désinformer dans un but de, je sais pas, d'altérer le résultat d'une élection, ou si ce n'est pas une incitation à la haine ou à la violence ou à la discrimination. Et c'est pour ça que parfois on est un peu démuni parce que on se dit oh là là, il y a un truc, c'est une vraie fake news, c'est une vraie théorie du complot, etc. Mais on ne peut pas forcément empêcher les personnes de les formuler. Et là, il y a un exemple qui me vient à l'esprit, hein, qui est quand vous regardez Netflix, par exemple, vous avez une série de documentaires accessibles sur un peu l'histoire secrète ou l'histoire cachée. Et notamment dans ces documentaires-là qui sont américains, qui sont pas très sérieux, mais il y a des thèses selon lesquelles les pyramides auraient été construites par les Égyptiens grâce à la technologie d'extraterrestres. Bon, ça c'est difficile de faire tomber ça sous le coup de la loi. Mais quand on y regarde à deux fois, ça reste quand même des choses qui peuvent être un peu dangereuses. Parce que nous, ça peut nous faire rire, etc. Mais quelqu'un qui regarderait ça au premier degré et qui adhérerait à ça, il se dirait quoi? Il se dirait, on nous ment dans les livres d'histoire, donc le gouvernement nous ment, ce qu'on nous a raconté à l'école est complètement faux, et donc si ce qui est dans les livres d'histoire est faux et si ce qu'on nous a enseigné à l'école est faux, eh bien ça veut dire qu'il y a plein d'autres faits historiques qui peuvent être faux. Et là, évidemment, on retombe sur le négationnisme avec ces théories qui consistent à dire que la Shoah n'a pas existé, qu'il n'y a pas eu 6 millions de morts, que finalement les personnes qui sont accusées, qui ont été condamnées pour ça, n'étaient pas responsables. Et donc c'est effectivement assez dramatique puisqu'on aboutit à vider le cerveau des personnes en question. Et donc c'est pour ça que même quelque chose qui peut être un peu récréatif, un peu marrant, peut quand même avoir un potentiel de dangerosité. Et c'est vrai que ces documentaires, là je vois dans le chat, sauf si les extraterrestres portent plainte. Oui, pour diffamation, ça pourrait être le cas, mais dans ces documentaires, on voit souvent que, notamment, il y a beaucoup de théories autour de la Maison Blanche, du dollar, etc. Donc, oui, effectivement, les gens recherchent du sensationnel. On se plaît aussi à lire des choses un peu irrationnelles, moi le premier, des trucs de science-fiction. Mais je pense que là où des esprits un peu sains vont voir la différence entre la réalité et la fiction et vont s'amuser avec ça, des gens qui peuvent être mal intentionnés vont chercher à pervertir les esprits. Et donc c'est pour ça que ce n'est pas parce qu'un énoncé, une série, un film, un documentaire est complotiste ou est fondé sur des fake news, eh bien, c'est pas pour ça qu'on pourra forcément avoir une action judiciaire ou avoir une réponse ou un droit de réponse. Merci à tous les deux. Je rallume mon micro pour éviter je le coupe pendant vos interventions respectives pour éviter les petits bips que vous entendez. Merci beaucoup, c'est très clair. On a beaucoup de questions dans le chat. Donc, si ça convient à tout le monde, ce que je vous propose de faire, c'est peut-être qu'on prenne d'abord le temps de mettre en avant les outils de riposte en matière de fake news et en matière de complotisme, avant ensuite de vraiment prendre un temps pour se pencher sur les questions qui ont été posées, qui sont nombreuses et qui rebondissent notamment sur la déconstruction des fake news, sur les outils, sur tout ça. Donc, je pense que votre propos risque de répondre à quelques questions qui ont été posées. Et puis, on ne se gênera pas de voir les autres questions ensuite, après cette séquence. Donc, la question, voilà, c'est qu'est-ce qu'on peut avoir comme réflexe, quelle procédure de vérification on peut toutes et tous en fait mettre en place, parce qu'on a vu que ça ne devait pas être le travail des seuls journalistes et ni être non plus l'unique travail des journalistes. Donc, qu'est-ce que nous, en tant que citoyennes et citoyens, on peut mettre en place?
qu'est-ce qu'on peut faire pour vérifier les sources d'information, pour distinguer le vrai du faux? Et si on veut aller plus loin, comment est-ce qu'on fait pour dialoguer et pour riposter face à un complotiste ou face à un discours radical ou face à une fake news justement qui pourrait nous couper un peu l'herbe sous le pied? Ouais, alors oui, je pense qu'on a déjà, par rapport à cette idée de comment lutter et ensuite de créer des réflexes, il faut quand même, on a dressé un tableau un peu noir avec Frédéric depuis le début pour alerter et puis pour finalement donner des outils. Mais il y a quand même, je pense, une prise de conscience réelle qui est là. Et il se passe des choses quand même. Voilà, il y a la commission Bronner qui va rendre prochainement quelques recommandations sur cette idée des fake news et du complotisme, notamment sur comment lutter, quels outils on peut mettre en place. Alors on peut peut-être dire que ça, c'est une commission qui a été instaurée à la demande du président de la République et du gouvernement, qui est donc présidée par Gérald Bronner, qui est sociologue et qui a beaucoup écrit notamment sur le lien entre démocratie, information, désinformation, biais cognitifs. Et donc dans cette commission, il y a un certain nombre de personnalités et ce rapport est attendu là à la mi-janvier. À la mi-janvier, donc ça sera vraiment quelque chose à suivre et à regarder. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses intéressantes. Je t'ai un peu coupé, mais non, t'as bien tout fait, le monde ne connaît pas forcément Gérald Bronner et le fait qu'il préside une commission. T'as bien fait. Donc il y a cette commission qui va rendre des propositions. Il faut savoir quand même que les géants du web, qui finalement pendant longtemps ont profité de ces fake news, de ces complots, de ces théories du complot, parce que finalement quelque chose de négatif dans leur algorithme est mis plus en avant que quelque chose de positif ou quelque chose qui dément finalement une information. Elles ont mis des mécanismes en place. Elles ont lancé, Google News a lancé le projet Cross-Check, qui est un système de contrôle des fake news avec des médias français. Il y en a 37 médias français et américains. Facebook est en train de bouger là-dessus. Donc, ce qu'il faut se dire dans la lutte, c'est que finalement, la mobilisation, le fait d'être militant contre ça et d'alerter les pouvoirs publics ou même en tant qu'élu de travailler à ça, c'est quelque chose de positif et c'est quelque chose qui fait bouger les lignes. On a l'impression que c'est long, on a l'impression que c'est difficile, mais ça fait bouger les lignes. Ensuite, sur les réflexes à obtenir, à créer et finalement à utiliser pour lutter contre les fake news. Comme je vous le disais tout à l'heure, je pense vraiment que vous, moi, Frédéric, Clara, tout le monde peut être producteur de fake news ou de théories du complot à un moment donné. C'est-à-dire que comme on est aujourd'hui dans une grande conversation, on a une capacité finalement à diffuser quelque chose. Et donc, dans les réflexes, pardon, je m'excuse d'avance, mais je vais faire une éloge du bon sens. C'est-à-dire que d'abord, il appartient aux journalistes, parce que c'est le travail des journalistes au départ, comme disait tout à l'heure un des intervenants, mais il appartient à tous les citoyens qui sont en mesure de propager une info, de retweeter une info, de faire un post Facebook, de vérifier la source d'une information. Est-ce qu'il s'agit d'une information satirique comme le Gorafi, par exemple? Alors là-dessus, il y a des outils très simples. Quand vous allez sur un site, quand vous êtes emmené sur un site par votre navigation, par la sérendipité d'Internet, allez voir les mentions légales, vérifier qui sont les propriétaires de ce site, qui sont les contributeurs, et ainsi de suite. Ça donne déjà finalement une ambiance, ça donne déjà quelque chose. Le travail de vérification, à partir du moment où on devient tous un média, ne peut plus être le seul rôle des journalistes. Donc, tout le monde doit vérifier les sources et c'est un réflexe permanent. Apprenez à vos enfants, apprenez à vos administrés, apprenez à tout le monde à vérifier les informations et à vérifier les sources. Là encore, deuxième réflexe que je m'applique tous les jours et que j'essaye de transmettre, c'est quand vous allez sur des sources étrangères et ainsi de suite, faites pareil, le travail sur d'où vient le site, quelles sont les mentions légales et ainsi de suite. Et puis surtout, ne partagez pas des articles étrangers sans faire une espèce de Google traduction ou ainsi de suite pour vérifier le sens des mots, vérifier les choses, vérifier un peu ce qui est raconté dans cet article.
dont celui qui vous l'a poussé peut très bien avoir sans changer le sens pour justement nuire, pour justement propager des mauvaises informations, et ainsi de suite, pour susciter l'émotion et pour aller finalement titiller vos émotions qui vont permettre la diffusion des fake news. Pareil, troisième chose que moi je vois qui peut beaucoup aider déjà dans le repérage des fake news et des théories du complot, c'est les articles aussi. Il y a des commentaires sur les articles souvent, et parfois, ou même dans les fils Twitter, il y a des commentaires, et parfois, souvent même, un intervenant, un tweetos, ainsi de suite, a donné un lien sur finalement la théorie en question qui a déjà été démontée par quelqu'un, qui a déjà été démontée par un site de journalisme, un site d'info, ainsi de suite. Ça, c'est pareil, aiguisez votre regard, vérifiez les commentaires, regardez, et voilà. Il faut être alerte, en fait, il faut être plus alerte. En fait. Dans le monde dans lequel on vit, des fake news et ainsi et des théories du complot, il faut être beaucoup plus alerte que ce qu'on a pu être auparavant. Et enfin, c'est un point, je pense, assez important aussi dans les réflexes à obtenir, c'est par rapport aux images, aux photos qui sont relayées, envoyées sur les réseaux pour prouver telle ou telle chose. Il faut vérifier la source des photos. C'est vraiment la base, le b.a.-ba de ce que nous, finalement, en école de journalisme, on a appris et qu'on a finalement mis en place dans les différentes rédactions. Mais un peu oublié parfois, certainement. Mais c'est vraiment vérifier la source des images, ne pas prendre une image par argent comptant. Pour vérifier la source des images, il y a des outils. Donc, il y a évidemment la recherche inversée d'images de Google, c'est-à-dire vous prenez une image, vous la mettez dans le moteur de recherche de Google et vous voyez si elle a déjà été utilisée, si elle a déjà été employée, et ainsi de suite, sur d'autres sites, à une autre période, et ainsi de suite. Donc, déjà, ça peut vous aider à remonter les choses. Mais sinon, il y a des logiciels comme TinyEye ou Yandex qui sont des moyens, à travers avec l'image, de pouvoir retracer l'histoire d'une image, retracer un peu la source de cette image, et qui aident vraiment dans le biais de confirmation ou le biais justement de non-confirmation d'une information. Donc, je pense vraiment que c'est cet éloge du bon sens, mais en fait, c'est l'éloge de l'esprit critique et finalement de s'emparer des techniques journalistiques presque pour faire un peu un premier filtre dans les infos qu'on partage, dans les infos qu'on reçoit et dans les infos qu'on a envie de faire monter ou pas dans nos conversations. Voilà, pour commencer la discussion. Alors, peut-être que tu peux mettre dans le chat les logiciels. Ouais, je vais les mettre, je vais faire ça. Pendant que je vous dis quelques mots. Alors, d'abord, sur les ripostes sur le complotisme, moi, je pense qu'il y a un peu deux types de profils. C'est-à-dire que vous avez des profils durs, actifs, convaincus, et vous allez avoir des profils plutôt de victimes avec des personnes qui sont plutôt des réceptacles, finalement, de ces idées ou ces théories complotistes. Alors, je commencerai peut-être par les plus convaincus, les plus durs. Alors là, je pense que l'essentiel, c'est vraiment de les mettre devant leur contradiction. Évidemment, comme l'a dit David, d'utiliser la science, de vérifier les chiffres, d'utiliser des rapports, des données publiques. Ça, c'est extrêmement important. Mais je ne suis pas certain, pour répondre un peu à un message de commentaire dans le chat, qu'on soit tous forcément armés pour répondre à tous les points d'une théorie complotiste. Par exemple, moi qui ne suis pas du tout ingénieur, parce que j'ai fait un rejet paternel, mon père l'est, mais je ne suis pas du tout ingénieur, je ne suis pas du tout bon en maths et ça. Je ne peux absolument pas, moi, prouver que les traces qu'on voit dans le ciel, les traces de vapeur faites dans le ciel par les avions, sont des choses inoffensives. C'est une grande théorie complotiste qui s'est développée en disant que c'est des choses cancérigènes, etc. Ce n'est pas moi qui peut contredire, parce que je n'ai pas la formation, je n'ai pas le vocabulaire technique, etc. Donc, je pense que parfois, on risque un peu de s'épuiser à vouloir nous-mêmes tout contrôler ou tout répondre. Et moi, mon conseil sur ces personnes qui sont vraiment convaincues, dures, complotistes, c'est plutôt de se focaliser sur un point. C'est de dire, là, j'ai repéré un truc, honnêtement, c'est vraiment faux. C'est vraiment faux parce que j'ai la connaissance, c'est vraiment faux parce que j'ai une source qui dit exactement l'inverse, c'est vraiment faux parce que le truc a été démenti 18 fois, ou c'est vraiment faux parce que ça vient d'une volonté manifeste de nuire à quelqu'un. Donc ça, je pense que c'est important d'essayer de ne pas s'épuiser non plus à tout vouloir
reprouver soi-même parce qu'on n'en a pas forcément les compétences. Je pense qu'un élément important aussi, et c'était un peu évoqué dans le chat, il y a évidemment le droit. Alors, la diffamation privée, c'est-à-dire des messages, par exemple, tous les deux, David et moi, enfermés dans cette pièce, effectivement, si j'arrive à le convaincre, si j'arrive à convaincre la justice qui m'a diffamé, et dans un cadre purement privé, l'amende sera très faible. Si c'est dans un cadre public, l'amende sera de plusieurs milliers d'euros, donc c'est déjà un peu plus important. Alors, il y a d'abord l'enjeu de réputation, parce qu'un journal qui est condamné pour une diffamation, évidemment, ça fait mal à la réputation. On peut demander un droit de réponse, d'ailleurs. On peut faire publier dans le journal. Le journal est tenu de publier la condamnation en entier. En entier. Et il y a un autre outil juridique qui est intéressant, qui est issu d'une loi de 2017, qui a été beaucoup critiquée, mais que moi je défends vraiment avec conviction, qui est une loi de septembre 2017 sur la désinformation électorale. C'est une des premières lois du quinquennat, et c'est une loi qui avait été adoptée suite aux ingérences russes dans la campagne américaine, mais aussi suite à des fuites qui avaient été, et des piratages qui avaient été faits dans la campagne d'Emmanuel Macron. Et au fond, cette loi, elle ne définit pas ce qu'est une fake news, elle ne définit pas ce qui serait une théorie du complot, mais elle se concentre sur le résultat. C'est-à-dire qu'elle va chercher à stopper, à condamner des tentatives manifestes de désinformation électorale. Et là, par exemple, les candidats, dans un laps de temps très précis avant le scrutin, ont la possibilité de saisir le juge en référé pour faire stopper la diffusion d'un certain nombre de messages ou de vidéos. Alors vous allez me dire qu'évidemment, ça ne va pas empêcher complètement la boule de neige de se déverser sur les réseaux sociaux, mais n'empêche que c'est un outil juridique qui permet d'aller saisir un juge pour qu'il puisse dire « Non mais là, stop, attention, ce que vous expliquez, ou ce que certains expliquent, c'est vraiment quelque chose de complètement faux et qui vise à perturber le scrutin qui va venir. » Donc ça, c'est une loi qui a été peu utilisée pour l'instant parce qu'elle est elle est très récente, et puis elle est évidemment... elle est très tournée vers la campagne électorale, vers les campagnes électorales. Oui, et elle est très sensible parce qu'on parle de liberté d'expression. Donc effectivement, le juge, à chaque fois, il doit poser le pour et les contre, mais c'est déjà une forme d'outil qui a été forgée face à une réponse, face à des menaces complètement nouvelles pour la démocratie. Donc ça, c'était pour combattre un peu les complotistes durs, les entrepreneurs complotistes, etc., tous ceux qui font du buzz avec ça. Et donc ça, c'est ce premier profil. Il y a un deuxième profil, qui est celui plutôt des victimes ou des personnes qui sont des réceptacles de ces théories du complot. Et alors là, c'est notamment le cas si vous avez des proches, si vous avez des gens dans votre entourage, si vous avez des amis qui subissent ce genre de théories qui sont sensibles. Moi, je pense que le premier conseil qu'on peut donner, c'est d'abord de rester dans l'échange. C'est-à-dire de ne pas rompre, de ne pas claquer la porte et de se dire « Ah, lui, vraiment, il n'a vraiment rien compris, donc on va arrêter de se parler ». Donc ça, je pense que c'est important de garder ce contact, de garder cet échange. Essayez de ne pas humilier les gens, parce que quand vous humiliez les gens, vous sortez de la raison, vous sortez du rationnel, donc il y a des rancœurs qui arrivent, et donc voilà, si vous devez avoir une explication, il vaut mieux l'avoir en tout petit comité, en tête-à-tête, plutôt que devant des dizaines de personnes. Et je pense qu'avec une victime de théorie complotiste, il faut plutôt l'amener à se questionner elle-même. C'est-à-dire lui demander quelles sont ses sources, si elle n'en avait pas vu d'autres, quel crédit elle accorde à ses sources, comment elle définit elle-même la fiabilité de ses sources. Et peut-être que par cette dialectique, par cet échange, on peut l'amener à dire d'autres choses, d'autres lectures. On peut dire, ah, vous devez regarder tel truc, ou justement, France Info, j'ai écouté un truc intéressant, tu peux regarder, tu me diras ce que tu en penses. Voilà. Donc avoir une posture assez ouverte et parfois laisser passer un peu de temps. Moi, c'était un peu mon cas avec certains de mes proches sur des polémiques sur les vaccins, par exemple. J'ai bien vu que j'avais une personne en face de moi qui était assez fermée, et je lui ai dit voilà, que moi, je n'étais pas médecin, je n'étais pas ingénieur, je ne connaissais rien à la biologie, mais les choses m'avaient l'air quand même assez bien prouvées, etc. Et cette personne, finalement, à force de voir des personnalités, notamment d'extrême droite, défiler contre les vaccins avec beaucoup d'outrance, s'est elle-même rendue compte que c'était un mauvais combat, quoi. Même si elle-même a continué à avoir des doutes. Donc c'est pour ça que parfois, quand vous avez quelqu'un où vous pensez qu'elle est intelligente, qu'elle n'est pas complètement dans le militantisme complotiste, c'est parfois utile de laisser un peu retomber le truc pour revenir un peu après.
Peut-être sur ce point, je voulais juste signaler qu'il y a un journaliste du Monde qui bosse sur la rubrique Les Décodeurs, donc qui est la rubrique de fact-checking du Monde, qui s'appelle William Oduro, qui vient de sortir un bouquin qui s'appelle Dans la tête des complotistes, chez Alary Édition, dans laquelle il raconte finalement comment il a été amené, de par son travail de journaliste, à discuter avec des figures complotistes de l'Internet en général, parce qu'il écrivait des papiers sur eux ou autour des théories du complot propagées par ces complotistes. Et en fait, lui, il fait exactement la distinction un peu que vient de faire Frédéric, et de manière assez intéressante aussi, c'est-à-dire, il dit, il faut avoir aucune sympathie juridique avec les théories qui seraient de nature négationniste et ainsi de suite, ou diffamatoire. Il faut vraiment être tolérance zéro là-dessus. En revanche, avec le complotisme, même les plus grands complotistes, il faut essayer de garder la discussion, garder l'échange et d'avancer dans un désaccord dont les deux participants sont au courant. En fait, on acte nos désaccords, mais on continue de discuter, on continue d'échanger. Et il dit que lui, dans son expérience, qui est une longue expérience, c'est comme ça que finalement les choses évoluent le mieux, évoluent de manière le plus positive possible. Alors vous avez peut-être l'impression que c'est vider la mer avec une cuillère, mais quelque part, c'est vraiment dans l'échange intuitif personnel que vous pouvez entretenir aussi avec celles et ceux qui sont autour de vous et qui, vous avez l'impression qu'ils sont en train de sombrer un peu là-dessus, que vous pourrez peut-être justement les rattraper ou en tout cas les faire s'interroger eux-mêmes et les remettre dans un doute rationnel. Et puis, peut-être, pour boucler cette chose-là, c'est les interroger aussi sur quelles émotions les poussent à croire à telle ou telle fake news ou à telle ou telle théorie du complot. Parce que il y a vraiment cette dimension de l'émotion, elle est cruciale. C'est-à-dire que on réagit tous en fonction de nos émotions avant de réfléchir, notamment quand on voit une information sur Internet. Et c'est ça qui est peut-être notre rôle de citoyen, d'élu, de journaliste, et ainsi de suite, c'est de rappeler cette importance de « Ok, ça c'est une émotion, très bien, maintenant on prend du recul, on rationalise et on essaye de voir quels sont les outils qu'on peut mettre en place les uns et les autres pour avancer et essayer de voir où se trouve la vérité, s'approcher le plus possible de la vérité. » Pardon Frédéric, c'était pour rebondir. Non, je t'en prie. Peut-être dans les quelques autres petits points que moi je m'étais noté, c'est vrai qu'il y a l'arme de l'humour, évidemment, bien sûr, qui est très précieuse en politique comme dans la vie en général. C'est une arme qui est parfois à double tranchant. C'est-à-dire que se moquer d'un complotiste dur convaincu, je pense que c'est utile, notamment sur des réseaux sociaux comme Twitter, etc., où on a besoin de tourner en dérision. Si c'est plutôt une victime ou un proche, là, ça peut être un peu plus délicat parce que l'humour peut ridiculiser, peut humilier. Donc voilà, faut faire attention, c'est pas forcément l'arme miraculeuse que de faire des blagues sur le complotisme. Et dans les autres petites choses que je m'étais noté, moi, sur l'esprit critique. Alors c'est vrai que je crois qu'on est tous d'accord ici dans cette petite communauté pour dire que c'est important de développer l'esprit critique, les études de philosophie, apprendre aux uns aux autres à penser par eux-mêmes. Moi, je crois que ça ne suffit pas complètement. Pourquoi ? Parce que ça m'est arrivé notamment dans des interventions dans des collèges où finalement, à force de tout déconstruire, à force de dire allez-y, déconstruisez, faites appel à votre esprit critique, etc., j'avais au bout du bout des remarques du genre mais Monsieur Potier, le président de Facebook, là, il est juif, non ? Président du Monde, le journal Le Monde, il ne serait pas juif ? Le directeur de Libération, ce ne serait pas le cas aussi ? Donc, je pense qu'il faut. Ça ne suffit pas, quoi, de dire pensez par vous-même et déconstruisez, ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut aussi proposer des fondamentaux, des socles. Et donc, bon, là, ça renvoie à tout un débat sur l'éducation, mais et simplement juste dire, allez, faites appel à votre esprit critique, ça ne suffit pas complètement. Oui, et puis pour rebondir là-dessus, j'avais l'intention de parler aussi un peu de la question d'éducation. Je pense que c'est important malgré tout il y a une semaine qui est consacrée à l'apprentissage des médias aujourd'hui dans l'éducation nationale.
est très bien faite. Il y a des journalistes qui viennent parler, des experts qui viennent parler dans les classes, ainsi de suite. Et ça dépend toujours un peu de l'enseignant ou du collège ou de l'équipe enseignante qui est mobilisée ou non. Et je pense que peut-être c'est quelque chose qu'il faudrait réapprendre. C'est-à-dire que chercher une info, vérifier une info, voir quelle est la technique journalistique, ainsi de suite, c'est des choses qui s'apprennent, pardon. Et donc, je pense que c'est peut-être essentiel de militer pour finalement que l'éducation aux médias ne soit pas cantonnée à une seule semaine dans le cheminement éducatif chaque année, mais peut-être que ce soit quelque chose qui soit dans les matières au long cours. Je pense à l'éducation morale et civique, mais en tout cas, ça devrait être beaucoup plus prégnant dans l'apprentissage des enfants, peut-être dès la primaire, je pense, et puis ensuite au collège ou au lycée. Voilà, c'était pour rebondir sur cette idée d'éducation. Ouais. Et pour ne pas complètement désespérer et donner l'impression d'un tableau complètement noir, moi, je pense que les grands réseaux sociaux, les GAFAM dont on a parlé un peu tout à l'heure, une partie d'entre eux ont pris quand même conscience de la dangerosité de leurs outils. Facebook notamment, parce qu'il y a eu des choses graves, notamment dans certains pays asiatiques, mais aussi parce que leur business model est fondé sur le fait qu'ils s'adressent aujourd'hui à un public mainstream qui va des jeunes ados aux grands-mères. Et finalement, en tout cas chez Facebook, il y a cette idée que être un lieu sécurisé, safe, sans pression et sans haine, c'est plutôt bon pour leur économie, pour leur modèle économique, que l'inverse. Et ça, je crois, c'est la grande différence avec Twitter, notamment, où le modèle économique de Twitter, il est fondé sur le flux permanent et pas sur des recettes commerciales ou publicitaires. Enfin, pour partie, mais et donc cette économie du buzz fait que chez Twitter, il y a, en tant qu'ancien délégué interministériel, je n'arrivais à rien avec Twitter, quoi. Enfin, à part faire du rapport de force et des procédures judiciaires, on n'arrive à pas grand-chose. Là où Facebook, notamment, mais TikTok aussi un peu, ou Snapchat, on arrivait à monter des partenariats, à faire des choses, et notamment Facebook a été traumatisé, je crois, par l'élection de Trump. Hein, donc maintenant, ils ont tout un programme en période électorale où ils vont proposer de l'information alternative à des gens qui seraient enfermés dans des bulles algorithmiques. Ils vont proposer des sources d'informations différentes. Donc je pense qu'eux-mêmes ont évolué et eux-mêmes ont continué d'évoluer. Je ne dis pas du tout que la situation est satisfaisante aujourd'hui, vraiment. Je pense qu'elle ne l'est pas et qu'il y aura encore des évolutions, notamment législatives, mais qu'il y a eu quand même cette prise de conscience chez une partie des opérateurs et des plateformes numériques. Je suis d'accord avec ça, au bémol près que aujourd'hui, l'algorithme de Facebook ou des autres réseaux sociaux favorise toujours le contenu plutôt haineux, négatif et sensationnel, tourné vers l'émotion, plutôt que le contenu rationnel. Alors, je pense qu'il y a peut-être aussi quelque chose à aller chercher à ce niveau-là pour finalement atteindre un niveau de prise de conscience plus important de la part de ces GAFAM. Ouais, et là, c'est un truc qui n'existe pas pour l'instant, mais moi j'avais plaidé beaucoup pour ça au niveau européen. C'est une forme d'audit. C'est-à-dire qu'on sait très bien que ces géants, ils ne vont jamais donner leur algorithme, parce qu'en fait, c'est leur secret industriel absolu et c'est le cœur du nucléaire, du réacteur nucléaire, merci David, pour ces plateformes. Et par contre, pouvoir auditer les conséquences de l'algorithme, c'est-à-dire arriver à montrer que une fois qu'on est sur le site ou cette page, eh bien, en 3-4 clics, bah tiens, c'est bizarre, on tombe tout de suite sur un contenu révisionniste ou dangereux, bah, ça leur dirait que finalement, il y a un problème, quoi. Voilà. Et donc, moi, je crois beaucoup à cette capacité d'audit, à cette contrainte qu'on leur imposerait, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Mais là encore, je pense que c'est des choses qui viendront par arriver sous le tapis, parce que aujourd'hui, on est sur un appareil législatif, juridique, qui est fondé sur la loi de 1880, qui est une loi très libérale, qui a été conçue pour la presse papier, et pas du tout pour des choses numériques où on peut partager des millions de fois des vidéos et des images, quoi. Voilà, Clara, je crois qu'on a fait un large tour d'horizon.
Merci beaucoup. Oui, vous avez en plus répondu à pas mal de questions qui étaient posées au fur et à mesure aussi dans l'onglet questions. Il y a une question peut-être de Gilles Huard qui était intéressante sur la question de savoir si le CSA n'avait pas compétence pour limiter les fausses informations qui sont diffusées régulièrement sur certaines chaînes dites d'information. Mais la vraie question, se posant sur celle du CSA et sa compétence en matière de contrôle des fausses informations. C'est le sujet préféré de David. Je ne sais pas si c'est mon sujet préféré. En tout cas, le CSA n'a pas comment dire, de compétences a priori. Il peut avoir des compétences a posteriori à partir du moment où il est saisi et où il est interrogé par des citoyens ou qui s'auto-saisit lui-même d'un événement qui serait arrivé dans une émission de télé. La vraie ambiguïté du CSA, c'est qu'il n'a pas aujourd'hui compétence par rapport à l'Internet. Donc, du coup, il a une vraie limitation dans sa façon de travailler. Et par rapport aux chaînes d'information, il y a quand même déjà beaucoup de choses qui existent. Le problème du CSA, à mon sens, j'avais écrit à la Fondation Jean Jaurès, dont je dirige l'Observatoire des médias, une note qui s'appelait « Faut-il supprimer les chaînes d'information ?» dans laquelle j'expliquais qu'il y avait eu tout ce tournant on était passé de la BFMisation, qui était le direct permanent, à la CNewsisation, qui est en fait le clash permanent, l'ère du clash permanent, et où finalement le CSA avait peut-être oublié parfois de jouer son rôle par rapport à CNews, parce que CNews, anciennement iTélé, a signé une charte avec le CSA dans laquelle il doit faire de l'information. Et en fait, on est en train de partir dans une chaîne d'opinion. Et le CSA n'a pas encore réétudié la charte. Donc il paraît qu'ils sont en train de s'en occuper, qu'ils sont en train d'étudier ça. En tout cas, je pense que l'outil CSA est trop lent aujourd'hui, même s'il faut de la réflexion, même s'il faut prendre le temps de juger un problème, il est trop lent aujourd'hui par rapport à la rapidité de diffusion d'une information. Je ne sais pas ce que tu en penses, Frédéric. Non, mais je suis complètement d'accord, mais en fait, il faut avoir en tête que le CSA, il a été bâti pour des sociétés où il y avait 4 ou 5 chaînes de télévision. Et donc, en fait, la création du CSA, historiquement, répond à la nécessité d'avoir une instance autonome du pouvoir qui puisse essayer de limiter autant que possible ce qui pourrait être perçu comme une forme de propagande d'État. Et donc là, on voit bien qu'il y a un modèle qui est très daté, qui répond à des problématiques, je ne sais pas, des années 30, 40, 50, 70, 80, 90, mais qui est largement dépassé par d'abord une porosité très grande entre ce qu'est la télévision et ce qu'est Internet aujourd'hui. Et ce modèle du CSA, il n'a pas été complètement révolutionné. Et c'est difficile d'ailleurs de révolutionner une institution indépendante dont le boulot est justement de protéger la liberté d'expression tout en permettant un débat démocratique. Donc, juste dans le chat, oui, je suis d'accord avec vous. Il y a aussi un sujet de moyens, évidemment. Si on veut faire du CSA un peu l'instance de régulation, finalement, du débat public en général, il faut qu'il passe à une autre dimension. Alors, ils ont eu quelques renforts en plus, mais on n'y est pas, quoi. Alors, il pourrait être tout à fait complet. Et il y a Bernard qui dans le chat, nous interroge sur l'ARCOM, qui est la nouvelle institution de régulation qui est née de la fusion du CSA, d'Adopi et différentes institutions qui existaient. Pour le moment, ARCOM, c'est une déclaration d'intention, c'est-à-dire on va veiller au pluralisme, on va étendre les pouvoirs du CSA sur le numérique, mais pour le moment, c'est né il y a quelques jours. Alors, il est difficile de savoir comment ça va fonctionner exactement, quel va être le rythme de réflexion de cette institution, et ainsi de suite. C'est pour ça que j'en avais pas forcément mentionné, j'avais pas forcément mentionné l'ARCOM, mais en tout cas, c'est une évolution positive. Si on veut s'interroger, se dire, effectivement, le CSA était trop lent, créé dans une société dans laquelle il y avait que 6 chaînes de télévision. Effectivement, c'est une évolution positive. Après, moi, aujourd'hui, je suis incapable de dire si l'ARCOM est une institution qui va être dans une action positive par rapport à tout ça, ou si au contraire elle va fonctionner comme une institution classique, c'est-à-dire un peu de manière
trop lente dans ces choses-là. Merci beaucoup. Une autre question qui avait été posée un petit peu plus haut que je reformule, mais l'idée y sera. Comment est-ce qu'on fait la différence entre une fausse information ou un complotisme et une divergence d'opinion? Je sais pas, David, mais une divergence d'opinion, c'est, je sais pas comment dire, mais on a bientôt une campagne présidentielle. On pense qu'il y a un candidat qui est plus apte à réformer qu'un autre, donc là, on n'est pas d'accord. C'est une divergence d'opinion. Là où on tombe sur la rumeur, alors la rumeur, je pense que c'est la propagation d'un oui-dire. Voilà, donc on n'est pas forcément sur un fait. Je dirais que la rumeur peut être une fake news, mais les notions ne sont pas exactement équivalentes. Et dans la rumeur, il n'y a pas forcément cette idée de complot secret, quoi. La rumeur, ça peut être que la voisine elle couche avec le médecin, mais c'est pas forcément un complot pour renverser la République française, quoi. Donc ça, c'est un petit peu différent. Et moi, j'ajouterais que finalement, la divergence d'opinion, il faut s'en réjouir. Quelque part, la démocratie, c'est le fait qu'on soit en désaccord les uns avec les autres, mais qu'on accepte d'acter ces désaccords et qu'on essaye quand même de trouver des chemins pour aller vers le mieux, quelque part, vers un idéal commun qu'on aurait en commun. Et donc, quelque part, cette divergence d'opinion, je pense que c'est important et c'est important de les acter. Ensuite, c'est de savoir vers quoi on va et vers quoi on tend. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, sur la rumeur vis-à-vis de la fake news, je pense que, comme l'a dit très bien Frédéric, c'est la différence, c'est l'idée de tromper le public. La rumeur, parfois, elle est un peu insignifiante et c'est en la démentant qu'on lui donne de l'importance. La fake news, elle est souvent utilisée, comme on l'a vu depuis le début de cette rencontre, ou en tout cas qu'on a essayé de le montrer depuis le début de cette rencontre, elle est vraiment utilisée dans le but de nuire et dans le but de servir un dessein plus grand que celui pour lequel elle est née au départ, je dirais. Et alors, pour compléter, je pense que la rumeur, à la fin, elle peut être avérée. Il paraît peut-être que le président de la République sera candidat à sa réélection. Pour l'instant, c'est une rumeur. Il ne s'est pas déclaré candidat. Pour l'instant, c'est une rumeur. Mais peut-être qu'il le sera vraiment. Donc, c'est une autre différence avec la fake news qui est là vraiment une information erronée et diffusée dans le but de tromper. Merci beaucoup. Ce que je peux vous proposer, c'est de terminer cet échange fort intéressant avec peut-être 3 choses à retenir pour clore, en fait, pour que les participants puissent repartir avec 3 choses à propos des fake news et des complotismes pour des choses concrètes à évoquer ce soir au dîner avec leur famille. C'est le dîner en famille. Alors, pour le dîner en famille, moi, je reprendrai quand même vraiment cet éloge du bon sens que j'ai fait tout à l'heure sur les réflexes à acquérir. Je le répète, nous sommes tous devenus des médias. Ça ne veut pas dire qu'on est tous devenus des journalistes. Être un média, ça veut dire qu'on est en capacité de partager une information, de l'amplifier et de lui donner finalement une surface qu'elle n'aurait pas pu avoir si on ne l'avait pas partagée. Et donc, à partir de là, sans être tous devenus des journalistes, ceux auxquels je ne crois pas du tout, et je pense que le journalisme est un métier et ainsi de suite, il faut quand même en acquérir les réflexes. Donc, la vérification des sources, cruciale, que ce soit les sources textuelles, les sources d'images, les sources vidéo, avec les outils dont on a partagé les noms dans le chat, mais d'autres choses, avec tous les outils possibles, en fait. Il faut toujours se poser la question, attention quand même, d'où ça vient et qui le partage. Déjà, ça donne quand même une idée d'où vient cette information. Et quand elle vient du Monde ou d'un journal comme Le Figaro, ainsi de suite, elle est souvent beaucoup plus vraie que quand elle vient d'un sombre site de je ne sais où. Qu'on le veuille ou non, c'est la réalité. Les mecs ont travaillé, ils sont 500, quand les autres, ils sont 2 à faire des informations. Donc, quelque part, il y a quand même un soupçon de véracité. Un faisceau de preuve qui fait qu'il y a un soupçon de véracité. Deuxième chose, je pense qu'il y a l'importance d'offrir quand même une alternative au complotiste ou à celui qui croit à la fake news, en étant dans la discussion avec lui, en étant dans l'échange,
en le questionnant et en lui demandant s'il a utilisé, quels outils il a utilisé, et ainsi de suite, et en restant dans la discussion. Et puis, quelque part, je pense que l'humour, sans humilier, peut dédramatiser les choses. Et que dans une discussion sur le vaccin, quand tu dis que tu as tes 3 doses et que tu as la 5G, quelque part, ça dédramatise un peu les trucs. Et ça permet de prendre du recul. Moi, je crois quand même assez à l'outil de l'humour pour désamorcer un peu la tension qui peut naître dans l'affrontement, et puis pour justement amorcer un échange plus constructif. En tout cas, c'est peut-être ce que je retiendrai de tout ça. Je vois le chat en même temps, donc c'est passionnant de prolonger tous les échanges. Moi, je dirais qu'il faut, si on doit retenir 3 choses pour le dîner de ce soir, c'est d'abord questionner, évidemment, ne pas enfermer ou se laisser enfermer, et puis surtout rester calme. C'est vrai que je pense que ces idées-là, ces fake news, ces théories du complot, s'alimentent beaucoup aussi d'une forme d'hystérie collective. Et donc le fait de les relativiser et de rester un peu froid et pondéré, mesuré, ça permet aussi pas de démonter complètement, mais d'avoir des situations de vie un peu plus saines. Juste, pardon, je vais relancer le débat, c'est pas bien du tout, Clara, mais je vois des échanges sur les rumeurs, et ça me fait penser à un ouvrage qui est très intéressant d'Edgar Morin sur la rumeur d'Orléans. Edgar Morin avait publié, je crois, dans les années 60, tout un ouvrage sur comment s'était propagée une rumeur qui faisait des tailleurs juifs de la ville d'Orléans les auteurs de kidnapping de jeunes filles de bonne famille française. Et vraiment, c'était très intéressant parce qu'il en avait déconstruit les ressorts, les motivations, et ça, c'était bien avant les fake news, façon Internet et Twitter. Mais tout ça pour dire que c'est effectivement quelque chose d'ancien et qui renvoie à voilà, quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a mis c'est formidable. Merci Laurence pour cet envoi. Cette réactivité. Voilà. Et moi, c'est un ouvrage qui m'avait beaucoup marqué parce qu'en plus, surtout que j'ai travaillé à Orléans. Et voilà, pour relativiser aussi le fait qu'on fait face à une révolution qu'on n'arriverait pas du tout à gérer. C'est des choses qu'on a eu à connaître aussi dans le passé. Voilà. Et peut-être si un mot sur, je vais terminer par là, et on va tenir les délais comme ça, mais sur les sources, pour prolonger un peu cette passionnante discussion ensemble, moi j'aime beaucoup ce que fait Tristan Mendès-France sur France Inter. Il a une petite chronique qui s'appelle Antidote. Ça dure 2, 3, 4 minutes, c'est très précis, c'est très documenté, chaque mot est pesé, c'est vraiment un outil magnifique, et en plus ça passe en revue presque l'ensemble des fake news, des théories complotistes, parce que là, ça fait 2 ans que cette chronique est dit, donc ça, c'est quelque chose de très précieux. Vous renvoyez aussi, merci Philippine, au site Conspiracy Watch, qui est dirigé par Rudi Reichstadt, qui fait un travail, là aussi, de titan de vérification de sources, de rapports, et qui est le meilleur connaisseur, je crois, aujourd'hui de l'environnement complotiste, parce que c'est vraiment une galaxie avec plein de noms, plein de sites, plein d'organisations. Donc, si vous voulez aller encore plus loin que Antidote, vous pouvez aller voir ce que fait Rudi Reichstadt. Et puis, les 2 études qu'on a citées de la Fondation Jean Jaurès, vous retrouverez donc les chiffres, les datas, et voilà. Et donc, elles dépassent très largement le propos qu'on a pu avoir, David et moi, mais elles sont très intéressantes et elles sont évidemment gratuites en ligne sur le site de la Fondation. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toutes et à tous d'avoir été là nombreux ce soir. C'était super, de grands échanges, beaucoup d'éléments, beaucoup d'outils. On vous donne rendez-vous dans un mois, donc le 1er février 2022 à 18h30. Et on va parler cette fois-ci du thème suivant, la participation citoyenne et les nouvelles formes d'engagement. Donc on vous y attend nombreux et nombreux. N'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est gratuit, tout le monde est les bienvenus. Vous avez vu, on peut poser les questions que l'on souhaite. Et c'est utile à tout le monde, c'est dans l'intérêt pour tout le monde. Merci beaucoup à nos 2 intervenants. Vous pourrez retrouver cette visio sur notre YouTube de Tous Politiques, sur notre chaîne YouTube. Et je vous dis à dans un mois. Merci beaucoup David, merci beaucoup Frédéric, et à très bientôt. Merci à vous, bonne soirée. Merci, au revoir.